s'agit de faire le lien avec ce que va nous dire Madame Leclerc tout à l'heure, mais aussi avec le thème du colloque conclusif de l'an prochain, en mars, intitulé « Retour du territoire », retour des territoires. Ça veut dire que l'idée de territoire est en train de reprendre de l'importance, après en avoir beaucoup perdu entre les années 60, disons à peu près, où on avait mis en place des institutions pour l'aménagement du territoire, enfin évidemment une plus longue histoire, et puis des années de désillusion où cette idée-là a perdu de sa force dans la politique française, pas seulement en France d'ailleurs, avant de revenir par d'autres entrées qui sont moins celles de l'État que celles des sociétés locales. Et c'est là qu'il y a un changement. Peut-être un changement d'air, l'accent grave RE, et peut-être même un tournant de civilisation. Parce que la modernité qui, si on en place le départ à peu près au XVIIe siècle, à maintenant 3-4 siècles d'activité, aurait atteint un stade où on ne peut plus continuer dans la même voie. On est obligé d'aller au-delà de cette étape historique. Et il y a toute une série d'indices qui plaident en ce sens, en particulier ce qu'on appelle maintenant retour des territoires. Donc je vais faire brièvement, puisque l'essentiel du propos aujourd'hui, c'est Madame Leclerc qui va le tenir, brièvement faire l'embrayage entre ce que j'ai pu vous présenter au cours de ces 2 années écoulées et ce thème en train de monter. Qu'est-ce que la mésologie en tant que telle peut apporter à ce renouveau probable, ou en tout cas possible, des territoires, avec des thèmes connexes. Des thèmes connexes, par exemple, le thème des communs. Ça aussi, c'est un thème en renouveau profond, parce que c'est un thème très ancien, le territoire aussi c'est un thème ancien, et qui a repris de la force au cours du dernier quart du siècle, avec d'un côté des redécouvertes, mais d'un autre côté des innovations jusque dans les domaines les plus innovants de la civilisation actuelle. Ce qu'on a appelé par exemple Renaissance des communs. D'ailleurs, je vais vous faire circuler un livre qui porte justement ce titre, Renaissance des communs, où vous pouvez voir comment un Américain, cet auteur est un Américain, déléployé en voit la chose. Donc là, il s'agit de la renaissance des communs, en anglais commons. Donc c'est exactement le même mot, le mot anglais du français des communs. Ou bien les communaux. Les 2 termes étaient utilisés couramment à propos, plus particulièrement, des sociétés rurales qui avaient donc des communaux, par exemple pré-communales, toutes sortes de communaux. Mais là, c'est pris dans un sens plus général et qui touche tous les aspects de notre civilisation actuelle. Par exemple, le développement sur Internet de champs communs. C'est au fond la même idée qui se poursuit, mais à travers des réalités complètement
complètement nouvelle. Par exemple, Wikipédia, que tout le monde utilise, c'est un de ces communs d'un nouveau genre. C'est-à-dire quelque chose à quoi la collectivité tout entière participe, dans un esprit qui n'est pas du tout celui de l'entreprise classique qui travaille pour le profit. Là, non, c'est simplement pour le bien commun. C'est ça qui est en jeu. Alors, ce que peut apporter la mésologie là-dedans, c'est l'arrière-plan ontologique qui peut soutenir cela et faire le lien avec des réalités du passé pour mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça remonte très loin, en fait, puisque la plupart d'entre vous ont assisté au séminaire pour les 2 années écoulées. Vous savez que je vous ai parlé quasiment à chaque séance de ce que le corps médial, c'est-à-dire le milieu, que dans la structure de l'être humain en particulier, mais de l'être en général, y compris donc les autres espèces vivantes, chaque organisme individuel a un milieu sans lequel il ne pourrait pas vivre, tout simplement, il ne pourrait pas exister. Donc, pour reprendre la terminologie corps animal, dans le vocabulaire de la mésologie, la dualité corps animal, corps médial, c'est une dualité dont la complémentarité nécessaire. Le corps animal, c'est notre corps physiologique individuel, mais nous ne pourrions pas vivre en tant qu'êtres humains sans un corps médial constitué de systèmes éco-techno-symboliques. Ça, vous en êtes déjà averti. Et c'est sur cette base, ça c'est vraiment le cœur de la mésologie, sur cette base, on peut donner une profondeur ontologique à ces thèmes qui sont politiques, techniques, etc., tout à fait actuels, comme le développement de Wikipédia, etc., etc. Et plus particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui concerne la gestion des territoires et la montée du commun, des commons, des communs, justement dans la gestion, la manière dont nous administrons nos territoires. Alors, de manière assez amusante, les gens qui s'occupent des communs, qui prennent les communs à cœur, on va les appeler les commoneurs. Les commoneurs. Ce qui est un néologisme en français. Donc un commoneur, une commoneuse, c'est une personne qui s'occupe dans un esprit du bien commun de ceci ou cela, bien qui en bénéficie également, qui bénéficie de ce bien commun. Immédiatement, ça fait monter à l'esprit d'autres mots de la même racine, mais qui sont curieusement bannis de cette réflexion. En tout cas, par exemple, dans le livre de Bollier, qui est en train de circuler, on ne va surtout pas parler de communard. Ça, c'est banni. Et encore moins de communiste. Etc. Néanmoins, il y a un lien, et c'est très simplement, il y a au fond, quelles qu'aient pu être les expressions historiques de ces divers concepts, il y a un lien commun, c'est d'ailleurs justement commun, c'est
comme je dis, c'est la recherche d'un bien commun, c'est quelque chose qui ne puisse pas être réduit au profit individuel, aux avantages individuels, d'une part, mais d'autre part, qui ne peut pas être non plus réduit à ce qu'on appelle d'habitude le public, qui a été pris en charge par l'État moderne. C'est quelque chose qui est justement entre les deux, qui a une position méso, au milieu, entre d'une part ce qui relève de l'individuel, profit individuel, avantage individuel, et d'autre part cette dimension du public qui va bien au-delà de ce dont cette pensée a fait son foyer, c'est-à-dire l'administration de quelque chose qui est beaucoup plus localisé. C'est un bien commun, beaucoup plus localisé, beaucoup plus concret, qui concerne le quotidien des gens dans un territoire précis. Alors évidemment, l'échelle peut varier, mais c'est plus particulièrement aux échelles dont nous pouvons avoir une maîtrise quotidienne. Par exemple, en Italie, d'ailleurs, l'Italie est un laboratoire très actif dans ce domaine. Il y a une pensée du territoire bien commun, le territoire comme bien commun, qui s'est développé au cours des 30-40 dernières années, plus particulièrement autour d'un professeur de l'université de Florence qui s'appelle Magnani. J'ai fait sur le site Mésologique le compte-rendu d'un de ses livres qui vient d'être traduit en français, intitulé « La biorégion urbaine, petit traité sur le territoire bien commun ». Le territoire bien commun. Donc c'est le territoire vu d'une manière qui n'est ni la réduction du territoire à un agrégat de propriété privée, ni le territoire comme bien public administré par l'État. C'est justement entre. Et donc, biorégion, le terme dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une base écologique nécessaire, la prise en compte d'un bien, c'est-à-dire d'un bon fonctionnement de la base écologique, des rivières, etc., etc., et concrètement lié à cela, le bien commun au sens de la société. Voilà, le compte-rendu est sur le site Mésologique, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ça, c'est un aspect très important. Tiens, d'ailleurs, je vais vous citer quelques passages de ce livre. D'abord, de quoi ça s'occupe? De quoi s'occupe Magnani et ses collaborateurs? Donc, il plaide pour un retour au territoire. Retour au territoire. Avec toute une série de concepts, d'objectifs, de moyens. Donc, d'abord, l'idée de territoire comme bien commun. La reterritorialisation, concept. Parce qu'il y a eu cette ère de la déterritorialisation. Alors, il y a des termes connexes, déracinement, etc. Autrement dit, ce que dans la première séance j'appelais acosmie, la séance de mardi dernier, j'ai parlé d'acosmie, les gens ont perdu leur repère dans le cosmos au sens large, et plus particulièrement ici, ils perdent leurs racines. Et les comportements, justement, ne sont plus déterminés, ne sont plus structurés par un lien au territoire. Donc c'était déterritorialisation. Il va s'agir donc de reterritorialiser. Avec la conscience du lieu, la
ça n'est pas comme sous Vichy. Hein, c'est pas ça. C'est tout à fait autre chose, au contraire. C'est une sorte de progressisme, mais un progressisme dans d'autres termes que celui qui a produit la déterritorialisation. Hein, c'est un terme opposé et néanmoins progressiste. Les cultures et les savoirs du territoire. Les savoirs du territoire. Je veux dire, ça c'est contre la technocratie. Ceux qui prétendent connaître mieux, savoir mieux que les habitants ce qu'il convient de faire pour tel territoire, parce qu'ils possèdent la science. Ça, donc, c'est profondément remis en cause. Alors, les cultures et les savoirs du territoire et du paysage comme fondation cognitive de la biorégion. Fondation cognitive de la biorégion. Des centralités urbaines polycentriques. Polycentriques, c'est-à-dire en finir avec la centralisation excessive à laquelle a conduit la civilisation moderne, de manière générale. Et quand on dit centralisation, c'est bien entendu pas seulement la centralisation administrative du territoire, c'est aussi la centralisation au bénéfice des grandes entreprises, des multinationales, qui centralisent et vont commander la vie ou la mort d'une région périphérique par définition à partir d'un centre délocalisé. C'est pas exactement où ça se situe concrètement. Donc, des systèmes productifs locaux valorisant le patrimoine de la biorégion, la valorisation des ressources énergétiques locales pour l'autoproduction de la biorégion, des pactes ville-campagne, dans le genre des AMAP, des choses de ce genre, les circuits courts, tout cela, des pactes ville-campagne jouant sur la multifonctionnalité agroforestière, etc., etc. Bref, toute une série d'objectifs. Et puis, à l'inverse, ce contre quoi va lutter ce mouvement pour le territoire bien commun, ça va se définir comme deux fronts de bataille. Là aussi, je vous lis un passage, je cite. Sur le premier front, différents facteurs concourent historiquement à la liquidation des biens communs depuis l'enclosure. Alors, ça, c'est un mot très important, enclosure. Bon, vous savez que ça renvoie à l'histoire de l'Angleterre, mais c'est un mot français, c'est enclosure, c'est le fait d'enclore, à savoir de réduire en termes de propriété privée ce qui était jusque-là bien commun. C'était des communs et des communaux, justement. Donc, alors, enclosure aujourd'hui, c'est multidimensionnel. Ça va réduire à la propriété privée des grandes entreprises, par exemple, des savoirs qui étaient jusque-là des savoirs locaux, des savoirs régionaux. Par exemple, quand une grande société pharmaceutique va pratiquer ce qu'on appelle le biopiratage, s'approprier des savoirs multiséculaires de telle ou telle société locale, exotique par exemple, va breveter la chose et en faire sa propriété, interdisant à ces sociétés mêmes d'utiliser gratuitement ce qui est devenu sa propriété. Ça, c'est des enclosures au sens actuel. Donc, lutter contre ces facteurs tels que les enclosures, l'enclosure des commons, ça au sens de l'histoire de l'Angleterre, qui se poursuit avec la privatisation progressive des usages civiques et avec la marchandisation et la privatisation de nombreux biens et services publics, comme l'eau, l'électricité, les transports, etc. Il transforme le citoyen utilisateur d'un service en client d'une marchandise sur le marché. Les entreprises de production et de gestion des marchandises-services deviennent des multinationales
en éloignant de plus en plus les centres de décision de la portée du citoyen. Vous voyez, donc, reterritorialiser, c'est remettre ces choses, ces lieux où se fait la décision, de les remettre à portée de l'habitant. Donc, en éloignant de plus en plus les centres de décision de la portée du citoyen, de la mairie aux grandes multi-utilités. Et s'éloigner donc des sources d'énergie, éloigner les sources d'énergie des lieux d'approvisionnement par des grandes infrastructures de transport, etc. Donc ça, le territoire local n'est plus connu ni interprété ou mis en scène par les habitants comme un bien commun producteur des éléments de reproduction de la vie biologique, eau, sources, rivières, air, terre, nourriture, feu, énergie, ou social, etc., etc. Bon, tout ça, ça relève du premier front, mais il y a un second front, la notion de territoire considérée comme bien commun a été reléguée par la civilisation contemporaine à quelques aires territoriales limitées. Les aires naturelles protégées, les biens culturels et paysagers, ce qui a produit un système dual d'utilisation du territoire. D'un côté, la plus grande partie de sa surface est traitée avec les règles de l'économie comme support aux établissements humains et n'est pas considérée comme un patrimoine. De l'autre, les espaces protégés de nature et d'histoire, patrimoine culturel et paysager, doivent être préservés des règles de développement. Donc ça, cette dualité croissante. D'un côté, j'avais écrit dans le temps à propos de l'architecture un article là contre. D'un côté, vous avez une momification, il faut conserver tel quel, donc on va enclore, mais ça c'est une enclosure d'un type particulier, on va enclore une partie du territoire pour le protéger de la vie générale du territoire. Mais évidemment, ces aires protégées sont restreintes. Hein? Ça sera par exemple un parc national. Les parcs nationaux ont été, je crois que le premier dans l'histoire, c'était Yellowstone, vers 1860, aux États-Unis. Bien. Donc vous avez ça d'un côté, et d'un autre côté, le reste du territoire est livré aux règles générales de l'économie contemporaine, c'est-à-dire en particulier aux enclosures. Et vous en savez quelque chose en Corse, parce que le bien que représentent les paysages de la Corse, le climat de la Corse, etc., les côtes de la Corse, vont être accaparés par des enclosures de toutes sortes, ce qui fait que les habitants, au pire, ne peuvent même plus accéder à ce qui était jadis un bien commun. Donc il s'agit de résister, de renverser cette tendance, parce qu'elle n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable parce que le principe qui est celui de réduire à une propriété individuelle ce qui était jusque-là bien commun conduit d'une part à des dérèglements de toutes sortes au niveau en termes écologiques, mais dans la mesure où chacun veut avoir toujours plus, ça conduit à une accumulation de richesses, certes, mais également de déséconomie externe. Le principe étant que chaque entité individuelle, qu'il s'agisse d'une personne ou qu'il s'agisse d'une entreprise, c'est la même logique individualiste qui va consister à chercher à maximiser le profit individuel, maximisation du profit individuel, aux dépens
du bien commun, dans lequel, alors qu'est-ce que c'est le bien commun? Eh bien, c'est le milieu, justement. C'est le milieu qui, dans cette logique-là, n'est pas pris en compte. Puisque ce qui est pris en compte, c'est ce qui est enclos et privatisé. Donc, maximisation du profit à l'intérieur de l'enclos, et puis forclusion, c'est-à-dire rejet dans les ténèbres extérieures de tout ce qui n'est pas privatisé. Donc, ça va être notamment toutes les déséconomies externes. On va externaliser les coûts, internaliser les profits, externaliser les coûts. Bon, ça c'est une règle fondamentale qui conduit à un monde insoutenable, parce que ça produit entre autres une empreinte écologique insoutenable. Donc dans cette logique-là, cette logique générale, ce que la mésologie peut mettre en lumière, et je vais m'arrêter là pour entrer vraiment dans le vif du sujet, ce que la mésologie peut apporter, c'est un éclairage général qui va jusqu'à la structure ontologique de l'être en question, c'est-à-dire nous, jusqu'à la structure ontologique qui fait que l'être humain aujourd'hui a été conduit par la modernité à ne penser qu'en termes de plus en plus individuels, c'est ce qu'on appelle l'individualisme, qui s'est mis en place en Europe au XVIIIe siècle. C'est un phénomène historique, et en tant que phénomène historique, il peut être dépassé. C'est pas la nature humaine en tant que telle. C'est un phénomène historique, c'est une façon de voir qui est historique et donc dépassable. Et ce que la mésologie prétend mettre en lumière, ce sont les possibilités d'un tel dépassement. Je m'arrête là, passons aux choses sérieuses.